Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview d'Emna, qui est la fondatrice de Casidomi, une boutique en ligne responsable qui propose à la fois des produits d'alimentation, de cosmétiques, des soins, des produits ménagers, etc. Le tout bio, bon pour la santé et à tout petit prix. L'idée d'Emna, à la base, c'était de créer une plateforme pour rendre la santé accessible à tous. Et franchement, c'est une immense réussite. Parce que personnellement, c'est un concept que j'adore, dont je suis fan, que j'utilise depuis pas mal de mois maintenant et que je recommande à tout le monde parce que vraiment, c'est à la fois un gain de temps, un gain d'énergie et surtout un gain d'argent, tout en se nourrissant de manière saine, de manière naturelle, en prenant soin des autres et de la planète. Donc pour moi, c'est un combo gagnant. Et vraiment, j'ai trouvé le parcours d'Emna et son interview absolument passionnante. Et avec Emna, on a notamment parlé de son parcours, justement, du lancement de Casidomi à partir de rien, clairement. À 23 ans, elle s'est lancée toute seule, comme ça. Et franchement, personnellement, je trouve ça extrêmement inspirant. Emna nous a aussi partagé tous ses conseils pour développer une vraie communauté engagée et qui aujourd'hui, au cœur même de son entreprise et du développement de pas mal de produits notamment. Elle nous a aussi parlé de l'importance de passer à l'action, de tester et de demander des feedbacks. Et pour finir, elle nous a partagé ses petits secrets pour garder la tête hors de l'eau et continuer à avoir de nouvelles idées. Cet épisode avec Emna a été riche d'inspiration et d'ambition et j'espère vraiment que tu le ressentiras et que tu en sortiras reboosté. Et juste avant de te laisser avec notre conversation, je tenais à remercier Greeky Girl et Art & Me Claire pour avoir partagé le podcast qu'on a enregistré avec Safia Ayad la semaine dernière dans leurs stories sur Instagram. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir vos retours et vos partages dans vos stories sur Instagram. C'est d'ailleurs aussi ça qui fait connaître le podcast et qui me donne des petits coups de boost à chaque fois. Donc je tenais à vous remercier les filles. Et si toi aussi tu apprécies le podcast, n'hésite pas à le partager dans tes stories sur Instagram. Ça me permettra de te remercier et de te repartager. Et d'ailleurs, si t'as pas encore écouté l'épisode avec Safia Ayad, je te le mettrai dans les notes de cet épisode-là. Et sur ce, je te laisse pour ma conversation avec Emna de Casidomi. Bonjour Emna, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter et dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Bonjour, je m'appelle Emna, ravie d'être avec vous là tout de suite. Alors moi j'ai 27 ans et je suis la cofondatrice de Casidomi, un site e-commerce qui propose des produits sains, de l'alimentaire, des cosmétiques, des produits d'entretien, etc. Et donc on a vraiment l'ambition en fait de rendre plus accessible à tout le monde en fait les produits sains. Voilà. Génial, c'est un très très beau projet qui me parle forcément énormément et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'avais envie de papoter avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais devenir entrepreneur ? Oui, alors oui, j'ai eu la chance d'être née dans une famille où non seulement mes parents sont dans le monde de la nutrition, de la santé, etc. Mais en plus de ça, j'ai quelques entrepreneurs dans la famille. Donc assez jeune, je me suis dit, j'ai envie de travailler, de travailler dans ce milieu, je dirais nutrition, etc. Mais à la fois, j'avais très envie de lancer ma propre boîte. Donc à 18 ans, je me suis inscrite dans une école de commerce vraiment avec l'ambition de lancer un concept dans la santé. Je ne savais pas encore quoi exactement. Mais donc oui, c'est venu assez vite. Et pendant mes études, en fait, j'ai commencé à travailler sur Casidomi. Ok, génial. Ouais, c'est impressionnant. Du coup, tout de suite, l'aspect santé, bien-être était important pour toi.
Ouais, c'était super important. Et en fait, ça part un petit peu du constat de mon côté que beaucoup de gens dans mon entourage voulaient s'alimenter plus sainement, voulaient consommer de manière plus responsable, etc. Mais savaient juste pas quoi consommer. Et il y a beaucoup de pièges, hein. Dans les supermarchés, on pense que tout ce qui est bio est bon pour la santé. On pense que parce qu'un packaging est vert, eh bien, pareil, il n'y aura pas d'ingrédients nocifs, etc. Donc, c'est très dur si on n'est pas informé, éduqué là-dessus, de savoir en fait quoi consommer, parce qu'il y a vraiment plein d'informations qui disent tout et n'importe quoi. Donc ma volonté, c'était vraiment de simplifier tout ça, et avec Azidomi, de faire ce travail en fait en amont de sélection des produits. Donc dès le départ, on a travaillé avec des experts de la santé pour établir des listes de critères et s'assurer en fait que chaque produit qui entre sur la plateforme est bon pour son corps et pour sa santé de manière générale. Donc, par exemple, on ne va pas retrouver de produits à base de sucre raffiné, il n'y a pas de produits à base d'huile de palme, il n'y a pas d'additifs qui sont nocifs, il n'y a pas de faux sucre. Donc, il y a toute une série de critères qu'on n'a pas, et c'est un petit peu... on ne fera pas de concession là-dessus. On a de temps en temps des clients qui vont nous dire « Ah, c'est sympa de rajouter tel ou tel produit », mais non, on veut rester vraiment fidèle à nos valeurs, fidèle à ce positionnement, et s'assurer que chaque personne qui arrive chez Casidomi se dise je peux fermer les yeux sur mes achats parce que je peux faire 100% confiance dans la société. Ouais, et en même temps, vous avez quand même des pâtes à tartiner, vous avez des gâteaux, vous avez des biscuits apéro, vous avez quand même plein de choses pour se faire plaisir, quoi. C'est pas de la restriction. C'est de la santé, plaisir et ouais. Il faut pas confondre, il faut pas tout confondre, et c'est vrai que parfois certaines personnes se disent ah, manger sainement c'est synonyme de restriction, je vais pas pouvoir me faire plaisir, ça va pas être bon, etc. Alors que c'est pas du tout forcément le cas. Nous, il y a plein de produits qui sont juste délicieux. Ouais. On les teste d'ailleurs tous avant de les mettre sur le site pour s'assurer qu'ils soient bons. Donc non, c'est simplement que oui, on va avoir par exemple une pâte à tartiner, au lieu de mettre du sucre raffiné qui n'a aucun apport nutritionnel, on va mettre un sucre complet qui est beaucoup plus qualitatif, etc. Donc, mais ça reste de super bons produits qui sont gourmands, et il y a moyen de se faire bien évidemment plaisir sur des plateformes qui proposent des produits sains comme la nôtre. Ouais. Ah oui, je peux que confirmer ça. Moi, je me régale à chaque fois, surtout les produits de votre marque. Que je trouve toujours extrêmement qualitatif et quand même mine de rien beaucoup moins cher que ce que je peux trouver autour de chez moi dans les magasins conventionnels. Et d'ailleurs, en parlant de vos produits, comment ça t'est venu l'idée de créer la propre marque Casidomi? Parce qu'il y a quand même plein de revendeurs, on va dire, aujourd'hui sur Internet. Pourquoi vous avez décidé de créer la marque Casidomi? Ouais. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, je dirais que pour certains produits, on n'arrivait pas à trouver de la qualité comme on la voulait en fait. Donc typiquement, quelques exemples de ça va être les conserves. C'était vraiment dur d'aller trouver des conserves sans sel ajouté, alors qu'il n'y a pas besoin de rajouter du sel dans les conserves. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va nous directement prendre contact avec le fournisseur et voir s'il peut supprimer le sel qui n'a aucune valeur ajoutée et qui est mauvais pour la santé. Et donc le fournisseur nous a dit oui, et là on s'est dit bon voilà, il y a moyen qu'on développe nous-mêmes des produits qui sont plus sains, plus qualitatifs pour nos clients. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était les prix, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans la chaîne de valeur. Peut-être, juste pour vous expliquer, on va avoir en général un producteur, donc la personne qui s'occupe de produire l'aliment ou le cosmétique, etc. Ensuite, on va avoir un fournisseur, donc ça va être la personne qui va vendre ce produit. Et ensuite, très souvent, on a des distributeurs, des grossistes qui, eux, en fait, ils vont agglomérer plein de fournisseurs, et ils vont proposer plein de fournisseurs différents aux retailers. Et quel est leur avantage à eux? C'est que très souvent, en fait, ils vont s'occuper de la logistique des fournisseurs, etc. Et le gros avantage pour les retailers, c'est qu'ils ont un point de contact et ils peuvent là aller sourcer je sais pas moi, 3 à 4 000 marques différentes au même endroit, plutôt que d'avoir 3 à 4 000 points de contact avec des fournisseurs. Donc, c'est aussi, il y a une question de facilité là-dedans. Mais donc, chacun de ces intermédiaires, forcément, il doit se payer, donc il prend une marge. Ce qui fait qu'au final, non seulement le prix pour l'acheteur, le client final va être élevé, mais en plus de ça, la marge que Casidomi va pouvoir conserver, en fait, elle est super faible. Et donc, en allant directement
sourcer les produits et en les produisant directement avec des fournisseurs producteurs, eh bien, ça nous a permis de non seulement avoir des produits avec des prix d'achat plus faibles, mais aussi du coup de proposer des prix de vente pour les membres beaucoup plus attractifs. Donc l'avantage de la marque propre aussi, c'est ce côté prix. Ce qui nous permet en fait d'avoir des prix attractifs sans devoir diminuer la qualité ou quoi, parce que ce sont les mêmes produits sur lesquels justement nous on peut avoir un impact en supprimant l'un ou l'autre ingrédient, mais en plus de ça, à côté de ça, ils sont proposés à prix plus abordable. Et c'était une des volontés aussi de ma part, c'était vraiment de rendre plus accessible à tout le monde, pas juste en termes d'accès à l'information, etc. Les produits sains, mais aussi en termes de prix, parce qu'on le sait tous, aller chercher faire ses courses en magasin bio, aller acheter des produits sains, etc. C'est plus cher parce que souvent les productions sont plus petites, etc. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans ce milieu-là. Les volumes sont moins élevés, donc c'est plus cher. Et donc il y a beaucoup de personnes, typiquement le public jeune ou parfois même le public plus âgé, mais avec des moyens moins aisés, qui vont juste se dire ok, c'est pas pour moi, et ils sont obligés parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller consommer des crasses, des produits qui sont ultra transformés, parce que c'est les produits qui coûtent le moins cher. Donc là, j'étais aussi complètement révoltée sur ce sujet-là et je me suis dit, avec Quasi Demi, j'ai non seulement envie de proposer ces produits à tout le monde et de permettre aux clients en fait de fermer les yeux sur leurs achats et de se dire, je trouve tous les produits sains que je veux sur Quasi Demi, pas besoin de regarder les compos, mais en plus de ça, je peux me permettre de me faire plaisir en achetant tous mes produits en fait sur Quasi Demi parce que les prix sont plus abordables. Et au niveau des fournisseurs, du coup, comment vous les sélectionnez? Parce que ça aussi, on a parlé du client final, on a parlé de la qualité, etc. Ouais. Mais c'est qui vos fournisseurs, du coup? Alors, on les sélectionne de différentes manières. Bon, d'abord, nous, de notre côté, on va proactivement forcément regarder qu'est-ce qui nous intéresse. On est toujours à l'affût des dernières tendances. On va regarder quels sont les produits qui fonctionnent sur les autres marchés. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième source incroyable, en fait, c'est notre communauté. On a la chance d'avoir une communauté qui est ultra engagée, qui nous fait non-stop des recommandations sur les marques à ajouter, les produits qui leur plaisent, etc. Donc voilà, à partir du moment où il y a beaucoup de membres qui vont nous recommander d'ajouter une marque, très souvent, on va contacter le fournisseur. Si forcément la marque répond à nos critères, on va contacter le fournisseur du coup pour essayer de l'avoir sur Quasi Demi. Et la dernière chose, c'est tout simplement des fournisseurs qui nous contactent eux-mêmes. Ça, forcément, il y en a beaucoup. Donc ça, on a des dizaines de demandes chaque jour de personnes qui veulent nous proposer leurs produits. Alors, il y a des produits où on dit directement non parce que soit il y a déjà cette gamme-là dans le catalogue, soit on trouve les prix trop élevés, ou soit d'un point de vue santé, ça ne correspond pas à ce que nous, on recherche. Mais il y en a d'autres à qui on va dire oui, et du coup, on va aller plus loin dans le process, on va demander quels sont les prix, demander à tester les produits, parce que oui, on adore les testings aussi chez Quasi Demi, c'est quelque chose qui est important. Si on rajoute des produits sur le site et finalement on a plein de feedback négatifs, c'est pas chouette, les clients ne voudront pas revenir ou ne voudront plus acheter ces produits-là. Donc on fait aussi super attention à ce qu'ils soient bons pour les produits alimentaires ou efficaces, qui sentent bon, etc. pour des produits comme les cosmétiques. Ok, génial. Et du coup, ça s'est lancé quand, Quasi Demi? L'aventure, elle a commencé quand? Elle a commencé il y a 4 ans, en septembre 2016. Donc, ok. Et tu savais tout de suite, tu avais le concept, tu savais comment ça allait se dérouler? Comment ça a grandi? Alors non, mais j'étais super jeune. Quand j'ai lancé, j'avais 23 ans. Donc j'étais jeune, innocente, je connaissais très peu le marché, j'avais jamais bossé dans le retail, j'avais jamais fait d'e-commerce, j'avais jamais fait de marketing digital, donc j'ai un petit peu tâtonné à gauche à droite et j'ai un petit peu tout découvert sur le tas. Au début, il y avait pas la marque propre, il y avait 350 références vs 3500 aujourd'hui, donc moi, j'avais pas les moyens d'acheter un stock de 3500 produits à l'époque aussi. Donc voilà, toutes les choses se sont faites de manière incrémentale. J'ai seulement embauché la première personne dans l'équipe après 5-6 mois. Donc ouais, tout a pris du temps. Le site a beaucoup évolué, le design a évolué, les couleurs, les fonts, enfin des conneries, hein, mais il y a toute une série de choses qui ont changé. Et le gros changement aussi que j'ai fait et qui n'était pas là initialement, c'est la carte de fidélité, donc l'adhésion Quasi Demi.
auquel j'avais pas forcément pensé au tout début. Et cette volonté en fait de rendre plus abordables les produits sains, elle était déjà là initialement, mais j'avais pas encore trouvé une méthode pour solutionner ce problème. Et les fournisseurs, forcément, ils n'ont pas envie qu'on baisse les prix parce qu'alors ça devient compliqué avec les autres concurrents, etc. Donc en général, les prix recommandés, il faut les respecter. Et donc là, c'est seulement après 8 mois, je pense, que je suis venue avec cette idée de carte de fidélité qui donne accès à des réductions, mais seulement à partir du moment où on est devenu membre et on a payé en fait son membership. Et ça a été un gros changement parce que ça a eu quoi comme implication? Eh bien, non seulement il y a eu tout un public qui est venu sur le site qui ne venait pas avant, tout simplement parce que les prix étaient trop élevés et que c'était le même prix que ce qu'on retrouvait ailleurs. Mais en plus de ça, ça m'a permis de créer une vraie communauté parce que les gens se sont dit, j'achète pas juste une carte de réduction, en fait, j'achète l'accès à un mode de vie plus sain, j'accède à une communauté, à d'autres personnes avec qui échanger, à du conseil, à des recettes qui vont me convenir, à des articles qui vont me convenir, etc. Donc, les gens se sont sentis vraiment, en fait, faire partie de quelque chose, d'une sorte de mouvement, en fait. Et ça m'a permis de créer et d'agrandir la taille en fait, de cette communauté qui aujourd'hui est une source super importante d'inspiration pour Quasi-Demi. On collabore en permanence avec nos membres, que ce soit, comme je le mentionnais, pour les ajouts des produits, mais aussi pour décider quel packaging en marque propre on va choisir, quelle est la prochaine couleur qu'on va afficher sur le site. Enfin, il y a plein de décisions comme ça qu'on prend avec nos clients et c'est super chouette. Et je pense que c'est une des forces de Quasi-Demi aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est vrai que l'adhésion au début, on peut se dire ah ouais, mais pourquoi je dois payer au début? Et en fait, non, c'est grâce à ça que les prix sont moins chers. C'est grâce à ça qu'on paye beaucoup moins cher qu'en magasin bio. Et c'est grâce à ça aussi que c'est vrai qu'il y a une très très belle communauté. Que ce soit ouais, il y a plein de recettes, il y a plein de produits, il y a des échanges. On fait partie de la famille Quasi-Demi et c'est vrai que c'est sympa. Et du coup, t'as beaucoup parlé là de la co-création, on va dire, avec tes clients. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment l'idée t'est venue, pourquoi, qu'est-ce que ça vous apporte et comment on peut peut-être aussi l'utiliser dans d'autres entreprises, pour d'autres entrepreneurs? Ouais. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner là-dessus? Ouais, mais c'est bien ça. Moi, j'étais toute seule au début et prendre les décisions seule, c'est pas toujours facile. Je n'étais pas forcément la personne la mieux placée pour choisir quelle marque introduire. J'avais mes goûts, mais c'est pas forcément les goûts de tout le monde. Pareil pour la couleur des packaging, par exemple, ou le format de l'une ou l'autre chose. Donc, c'est moi un peu spontanément et au début, je le faisais pas. J'avais pas forcément des plateformes, réseaux sociaux très actives, etc. Mais j'organisais des sessions testing avec les clients. Donc, quand je recevais des échantillons des produits, etc., j'organisais des sessions testing chez moi, donc à la maison, dans mon petit appart. Et j'invitais quelques clients qui ne me connaissaient pas. J'envoyais une petite newsletter comme ça en disant, voilà, ceux qui sont intéressés de venir tester avec moi les 10 prochains produits qu'on va peut-être ajouter sur Quasi-Demi, vous êtes les bienvenus. Et en fait, pendant ces sessions-là, non seulement c'était sympa parce que tu testes des produits, les clients étaient toujours contents de repartir avec quelques échantillons chez eux, etc. Mais pour moi, c'était aussi l'occasion de demander du feedback, demander aux clients de me partager leur expérience, de m'expliquer quelles sont les choses qu'ils amélioreraient, etc. Et j'ai adoré tous ces échanges et je me suis dit, mais je veux le faire à plus grande échelle, je veux avoir des échantillons en fait vraiment représentatifs de mes clients pour comprendre ce qui marche pas, ce que je dois faire. Et c'est là que j'ai commencé à faire des sondages sur Instagram, à envoyer des newsletters vraiment avec chaque fois des questions, à envoyer des formulaires où les clients devaient répondre à quelques questions. J'ai créé aussi, ça un petit peu plus récemment, mais un groupe Facebook pour échanger avec les clients. Donc, il y a plein de choses que j'ai faites pour vraiment avoir des points de contact avec nos membres. Et c'est un peu frustrant quand tu es e-commerçant, tu vois jamais tes clients en fait. C'est pas comme quand si t'étais... Parfois, j'aimerais bien avoir un magasin et voir tous les clients qui passent dedans. Moi, tu les vois sur tes outils digitaux, tu vois où est-ce qu'ils cliquent, etc. Mais tu sais pas qui c'est, tu les vois pas, tu peux pas échanger avec eux. Parfois, tu as envie de dire « Ah, est-ce que je peux vous aider, vous donner un conseil ?» Mais tu peux pas le faire quand c'est fait de manière digitale. Donc, il faut trouver des canaux pour communiquer avec ses clients parce que c'est franchement...
que ce soit pour des bonnes idées, que ce soit pour savoir s'il y a des bugs sur le site ou ce genre de choses, ben, les clients, forcément, ce sont les mieux placés. Ils sont en permanence en train de tester le site, l'expérience, les produits, etc. Donc ouais, nous, on a vraiment mis en place plein de choses pour communiquer avec eux et pour évacuer en fait cette frustration de ne pas pouvoir en permanence s'adresser à eux et être à leur côté. Donc ouais, et je pense que toute entreprise, comme tu me posais la question, comment les entreprises peuvent utiliser ça, je pense que toute entreprise doit le faire, qu'elle soit dans la vente B2B, donc à d'autres entreprises, ou dans le B2C, à des clients directement. Il faut envoyer des formulaires de feedback, il ne faut pas se prendre son téléphone et appeler, il faut avoir des échanges avec ses clients. Et comme je le dis et je le répète, c'est vraiment de là qu'on a les meilleurs insights, les meilleures idées. Donc, je le recommande vivement. Ouais. Oui, et puis ça permet aussi de rajouter de l'humain, de la connexion. Surtout dans ces métiers-là où on est beaucoup, peut-être soit sur les réseaux sociaux, soit sur nos sites internet, etc. Et on n'a pas ce contact humain. Bah, ça permet aussi, mine de rien, de créer ce lien-là, et c'est hyper important sur plein de points de vue. Et je pense qu'aussi, il faut pas avoir peur des retours. Parce que parfois, on ne pose pas des questions pour du coup être sûr de ne pas être déçu, de pas avoir de critiques, de pas avoir de retours négatifs. Et je pense que faut se confronter aussi à ça, surtout quand on se lance, quand on teste des nouvelles choses. Et c'est dès le départ accepter d'avoir peut-être des retours négatifs, mais qui nous permettront du coup aussi d'améliorer le produit ou le service ou quoi que ce soit. Donc ça aussi, c'est accepter de se confronter à la souffrance, au sentiment un peu désagréable sur le coup, pour ensuite pouvoir évoluer. Tout à fait. Ouais. 100% d'accord. Ça vous est déjà arrivé du coup d'avoir des critiques de la part de vos clients? Comment tu gères ça? On a peu de critiques, honnêtement. Les gens, c'est plutôt, ils sont plutôt, on a de la chance, on a une communauté plutôt sympa. Et oui, parfois il y a des choses qui fonctionnent moins bien, il y a des produits qui plaisent moins, ce genre de choses, mais c'est chaque fois exprimé de manière constructive en fait. Donc ouais, c'est pas des critiques qu'ils nous font, c'est vraiment des remarques constructives où voilà, ils nous expliquent ce qui plaît, ce qui plaît moins, ce qui fonctionne pas spécialement, et ce genre de choses. Donc ouais, c'est fait de manière bienveillante, et ça c'est cool aussi, parce que se faire clasher et avoir des messages qui disent ouais, ce truc-là c'était vraiment dégueulasse, plus jamais je le recommanderais, ou votre site il est pas bien construit, c'était ma dernière commande. Enfin, on pourrait avoir ce genre de choses, et je vois parfois ces commentaires sur les pages d'autres sites, etc. Mais honnêtement, on a la chance d'avoir des clients sympas. Mais après, ça s'entretient aussi, hein, comme je le disais, on les écoute, on prend énormément compte de leur feedback. Donc voilà, à partir du moment où ils se sentent écoutés, ils voient qu'on essaie de s'améliorer, qu'on communique avec eux ouvertement, forcément ça aide. Ouais. Et tu parlais d'autres sites. Du coup, c'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi d'autres boutiques en ligne, d'autres concepts qui ressemblent, mine de rien, à Casidomi. Quelle vision tu as de la concurrence et comment tu gères tout ça? Ouais. La concurrence, moi, comme je le disais, j'ai envie que les gens aient une consommation qui est plus saine, plus responsable, plus bénéfique pour la planète. Et s'il y a d'autres acteurs en fait qui poussent les gens dans ce sens, je pense que c'est bien. Je pense pas juste à moi personnellement ou à mon entreprise. Je pense vraiment que la planète, le monde a besoin d'avoir plus d'entreprises en fait qui poussent dans cette direction-là. Donc j'encourage vraiment les différentes initiatives. Après, aujourd'hui, nous, on veut vraiment se différencier sur un point qui est en fait encore peu abordé, que ce soit dans les boutiques physiques ou sur les autres sites e-commerce, c'est cet aspect sain. Et donc, moi, j'ai vraiment la conviction qu'il faut prévenir des maladies, il faut prendre soin de soi, etc. Pas attendre de tomber malade, d'avoir de l'ostéoporose, d'avoir un cancer, etc. Et ça passe par une alimentation saine, ça passe par l'utilisation de cosmétiques qui sont sains, etc., qui sont naturels. Et aujourd'hui, il y a énormément de boutiques qui se disent bio et locales, mais qui proposent en fait toute une panoplie de produits où je me dis, ah mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut pousser la vente de ce type de produits auprès des clients? Et donc, ce que je veux faire avec Casidomi, c'est aller plus loin que du bio, en fait, c'est de les pousser vers une consommation qui est plus éthique, plus responsable, plus saine, en fait, et qui va en fait au-delà du simple caractère biologique. Et donc, ouais, je pense que ça, c'est la grosse force de la plateforme.
cet aspect aussi transparence en fait avec le client. On explique vraiment nos choix. Quand on a de temps en temps des clients qui nous demandent de rajouter certaines marques, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord. Un bon exemple, c'est on avait un moment des kombucha et franchement, ils cartonnaient, ils se vendaient super bien. Et à un moment, du jour au lendemain, la marque a décidé de rajouter de la stevia, donc un faux sucre qui est très controversé. Et on a dû supprimer le produit. On a supprimé directement le produit sur le site et on a eu des tonnes et des tonnes de gens qui nous ont envoyé des messages en disant « Ouais, pourquoi est-ce que vous avez supprimé C'était pour ça que j'avais rejoint Casey Demi ou juste j'en prenais dans toutes mes commandes, etc. » On sentait vraiment qu'il y avait des frustrations et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit aux clients « Écoutez, voilà la raison pour laquelle on l'a supprimé. Sachez que la stevia, c'est controversé pour telle raison. » Et là, les gens nous ont dit « Ah, mais en fait, merci de me prévenir, merci d'avoir fait ce choix, etc. » Et 2 mois après, qu'est-ce qu'on faisait? On sortait du kombucha en marque propre, sans stevia, naturel, etc. Et j'expliquais le pourquoi de la marque propre. C'est une des raisons aussi. C'est quand on ne trouve pas un produit qui a une bonne composition, on travaille directement, nous, avec le fournisseur et on peut, du coup, dire on ne veut pas de stevia ou on ne veut pas de faux sucre dans le produit. Ouais. Et donc, c'est important. Ouais, c'est hyper intéressant là ce que tu as dit. C'est à la fois être bien accroché à ses valeurs, ne jamais les lâcher, quoi qu'il se passe, et accepter aussi de décevoir peut-être certaines personnes au début, justement parce que nos valeurs sont plus importantes que tout et quitte peut-être perdre des clients, mais peut-être que ça en fera venir d'autres parce que il y a peut-être des personnes qui, comme toi, sont très attachées à l'aspect santé et qui ça fera en sorte que ils vont accepter il y a plus ce kombucha là, mais il y a les nouveaux qui, d'ailleurs au passage, je suis une grande fan de vos kombucha parce que vraiment ils sont trop bons. Donc franchement, parfois il faut accepter aussi de changer ses habitudes pour en acquérir de nouvelles vers d'autres choses et effectivement rester toujours focus sur son pourquoi, ses valeurs, sa ligne directrice et sa vision. Et je pense que c'est là aussi ce qui te permet de grandir, de savoir où tu vas et de prendre les bonnes décisions, j'imagine. C'est le côté... Est-ce que tout de suite, tu avais du coup, ça c'est mes valeurs, ça c'est mon pourquoi, je sais où je vais. Est-ce que tout de suite, cette vision-là, elle était claire dans ta tête? C'était assez clair, oui. J'avais vraiment envie... la santé, c'était quelque chose de super important. J'avais envie aussi de créer quelque chose de... En fait, beaucoup de personnes me disaient « Ah ouais, Nina... toute petite déjà, toi tu consommes des produits sains, tu peux jamais te faire plaisir, etc. » Et donc j'avais aussi envie de démontrer que manger sainement, en fait, c'était pas de la restriction et on pouvait vraiment se faire super plaisir, etc. Donc une des autres valeurs de Casey Demi, c'était cet aspect sexy, fun, gourmand, etc. Donc j'avais envie de faire une plateforme, pas qui soit médicale, sur laquelle il faut se rendre quand tu as un problème. Non, je voulais créer une plateforme vraiment sur laquelle on se dit « Ah, j'ai envie, je vais me faire plaisir en allant là, tout en prenant soin de moi. » Donc ça, c'était super important. Une autre chose qui est assez importante chez nous aussi, c'est ce côté, je dirais, respect du monde, de la planète. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été certifié Bicorp. Donc on a vraiment voulu faire en fait toutes les démarches pour montrer en fait à notre communauté tout ce qu'on faisait en fait en tant qu'entreprise pour le bien en fait. Et donc typiquement il y a toute une série de produits, tous nos produits en fait on respecte des critères qui sont ultra stricts d'un point de vue éthique. On n'est pas toujours super vocaux sur tout ça, mais derrière il y a beaucoup de choix qu'on fait en fait sur la sélection des produits qui respectent nos valeurs, qui respectent l'environnement, la planète, etc. Pareil dans l'entreprise, une des choses qu'on fait, c'est parité homme-femme. Pareil du côté des investisseurs, on veut aussi des femmes dans nos investisseurs. On a des politiques pour pousser les employés on leur offre, typiquement un bon exemple de ça, c'est on leur offre une journée de travail par mois où ils peuvent aller travailler dans une ONG. C'est Casey Demi me paye forcément comme d'habitude s'ils travaillaient chez nous, mais voilà, ils ont la possibilité d'aller dans une ONG en fait faire le bien. Et donc voilà, ce sont toutes des valeurs qui nous sont aussi chères et on a envie de pousser ça autant à l'externe et d'encourager nos clients à aller dans cette direction qu'en interne avec notre équipe. Génial. Ah, ça, je savais pas. Je savais que vous étiez certifié Bicorp, mais pas là, par exemple, cette journée dans des ONG. C'est génial, vraiment incroyable. Et je trouve ça incroyable que tu te sois lancée toute seule il y a 4 ans et qu'aujourd'hui ce soit devenu ça. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu t'en rends compte parfois? Enfin, est-ce que
t'as ce recul-là de te dire waouh. J'essaye, c'est pas le plus facile parce que c'est vrai que allez, je suis le nez dans le guidon en permanence, tu veux toujours plus, tu veux grandir, tu as plein de projets à faire, etc. Donc c'est pas toujours facile d'aller prendre du recul. J'ai eu la chance d'avoir mon chéri qui m'a rejoint dans l'aventure en tant qu'associé il y a 2 ans maintenant et donc qui m'a aussi permis de relâcher un petit peu prise sur certaines choses, qui m'a permis aussi ce qui m'a permis en fait de partager les décisions là où au début c'est pas facile parce que ouais, tu es seule en permanence à prendre les décisions et tu as des trucs où tu es là, oh mon Dieu, j'hésite, je sais pas du tout quelle est la meilleure solution à prendre, etc. Et là maintenant, le fait de l'avoir lui avec moi pour m'aider dans tout ça, c'est aussi génial. Et donc je pense que je prends plus de recul depuis que j'ai quelqu'un avec qui partager en permanence tout ce qui se passe, toutes les grosses décisions, de prendre ouais, des décisions sur la stratégie de la boîte, sur la direction, sur où est-ce qu'on veut l'amener, etc. Et pourquoi c'est toujours important pour toi le toujours plus? Parce que la première chose que tu m'as dit quand je t'ai posé la question précédente, c'est que j'ai toujours envie de plus. Pourquoi, tu vois, dans cette dynamique-là, pourquoi c'est tellement important d'aller chercher plus loin pour toi? Mais parce que j'ai envie que le message soit communiqué au plus grand nombre. J'ai envie allez, moi, si toute la planète pouvait, dans le monde idéal, tout le monde consomme sainement, il n'y a plus de maladies, on est plus respectueux de l'environnement, etc. Donc en fait, je me dis, j'ai envie de faire un truc à grande échelle parce que c'est mieux pour la société, c'est mieux pour la planète. Et au plus on évolue, au plus on grandit vite, au mieux en fait au mieux on est dans cette direction. Donc ouais, c'est pour ça. Ouais, oui, je comprends. Tu mets ta personne au service du monde. Et du coup, est-ce que parfois tu as la sensation de t'oublier peut-être? Je pense que je le fais d'office, ça c'est sûr. Il y a plein de compromis que je dois faire. Je fais passer quasi demi-heure avant moi, mais c'est pas quelque chose dont je saute du tout parce que ça me rend heureuse en fait de me dire que je contribue à une chouette cause, que il y a plein de gens qui vivent mieux grâce à entre autres le petit travail que je fais depuis mon petit bureau. Donc donc oui, j'ai dû faire des concessions, j'ai dû voir moins de monde, j'ai dû passer moins de temps avec ma famille, j'ai pu faire moins de sport ces dernières années, me faire moins plaisir, etc. J'ai probablement aussi été bien moins payée que si j'avais été travailler dans une grosse boîte à la sortie de mon école de commerce. Donc ouais, j'ai fait moins de dépenses, mais je me rends compte en fait que Casey Demi m'a procuré beaucoup de bonheur, l'équipe aussi m'aide beaucoup. C'est génial de construire ça, pas seul, mais avec des chouettes gens, avec des talents qui m'entourent au quotidien, etc. Donc c'est super. Après, avec le temps, forcément, au plus l'entreprise grandit, au plus les gens prennent des responsabilités, au moins, en fait, je deviens utile. Je suis toujours là, bien évidemment, mais au moins, les gens ont besoin de moi en permanence, ce qui me permet aujourd'hui d'aller prendre un petit peu plus de recul, de commencer à regarder où où est-ce que j'ai envie d'habiter, à commencer à de temps en temps me faire plus plaisir, à partir un peu plus souvent en vacances. Donc, ouais, ce sont des choses, on ne peut pas le faire au début, mais avec le temps, normalement, les choses s'améliorent. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même des activités qui te permettent de sortir la tête de l'eau, de déstresser, de prendre du temps pour toi? Ouais, je fais beaucoup de sport, je cours beaucoup, donc ça, clairement, ça m'aide pas mal. Je pars encore de temps en temps aussi, enfin, je pars de temps en temps en vacances aussi, donc ça, je déconnecte de plus en plus, là où avant, j'ouvrais mon ordinateur tous les jours. Là, mes dernières vacances, j'ai réussi à faire, je pense, 10 jours sans ouvrir mon ordinateur. Après, je dis pas que j'ai pas mon téléphone et que je check pas de temps en temps ma boîte mail pour voir s'il n'y a pas d'urgence, mais voilà, j'arrive à mieux déconnecter qu'avant, là où avant, dernière chose que je faisais, c'était regarder mes mails avant de dormir ou regarder vite une dernière fois combien il y avait de commandes passées sur la journée. Là, je le fais plus aujourd'hui parce que j'arrive à prendre de la distance par rapport à tout ça et ça fait du bien aussi. Et ça nous rend parfois plus efficaces, en fait, de prendre un peu de temps pour soi. Et c'est pas forcément facile et intuitif parce qu'on se dit, il faut que je bosse plus, etc. Mais parfois, c'est contre-productif parce que le nombre de bonnes idées que j'ai eues parce que j'étais à un dîner en train de discuter avec quelqu'un ou dans la forêt en train de courir, à ressasser certaines choses qui s'étaient passées. Clairement, parfois, les meilleures idées, on les a pas en face de son ordinateur, on les a à l'extérieur. Donc c'est important de pouvoir prendre du temps pour soi et de sortir.
Ouais. Ah, mais tellement, tellement. Et ça, je pense que c'est aussi à noter, à surligner, c'est que c'est quand on prend du temps pour soi aussi qu'on, mine de rien, on travaille sur notre entreprise. C'est quand on n'est pas productif qu'on est parfois les plus productifs parce que c'est là où tout se met en place dans notre cerveau et où les meilleures idées arrivent souvent, ouais. Carrément. Et d'ailleurs, si tu avais un conseil ou peut-être 3 conseils pour les entrepreneurs qui se lancent pour justement essayer de trouver peut-être un équilibre ou simplement pour bien démarrer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi? Ouais. Le premier conseil que je donne souvent, c'est il faut oser et il faut oser y aller à fond en fait. Et je vois plein d'entrepreneurs ou même de pré-entrepreneurs, des gens qui ont un projet, qui ont une chouette idée en plus, etc. Mais juste, ils se trouvent plein d'excuses et c'est ouais, mais j'attendrai bien encore un peu, ouais, mais j'ai vu qu'il y avait un tel qui faisait la même chose, etc. Et à un moment, il faut juste pouvoir se dire, ben, je saute le pas et c'est bon, je me donne à fond. Et je pense que ce qui marche, c'est uniquement si on le fait à fond. Et je vois aussi pas mal de personnes qui disent, ouais, mais je vais continuer mon job à plein temps sur le côté pour et faire mon projet sur le côté justement pour quand même avoir une source de revenus, etc. Mais c'est très rare les projets qui aboutissent vraiment parce que bah, clairement, si on rentre chez soi à 19 heures, aller trouver la force d'avancer sur un projet, c'est pas facile. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre du temps et se dire bon, bah, si je me lance, je le fais pleinement et je le fais pas à moitié. Ce qui est pas facile, hein, clairement. Hein. Ça va peut-être que on va devoir manger des pâtes blanches pendant quelques mois et ça va pas être facile, etc. Et on devra faire des concessions, on ira un peu moins au resto, on s'achètera un petit peu moins de fringues, et ce genre de choses. Mais voilà, l'entrepreneuriat au début, c'est clairement des concessions, mais il faut oser et y aller all-in. Donc ça, je pense que c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est il faut être proche de ses clients. Et il faut bien tester son marché et le comprendre. Et là, de nouveau, c'est l'erreur classique d'un entrepreneur, c'est ouais, moi j'ai l'idée du siècle, je sais exactement ce que je veux faire, ça va d'office marcher. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Dans la plupart des cas, les boîtes, elles ont besoin de tester, de regarder s'il y a un intérêt. Elles font d'abord une V1, puis une V2, puis une V3, et parfois c'est seulement la V10 qui va fonctionner. Mais donc, ultra important d'être modeste, de savoir être humble, de savoir se remettre en question quand on est entrepreneur, de pouvoir faire marche arrière et pas de continuer dans une direction si elle ne fonctionne pas. Et pour ça, ça nécessite d'être proche des clients, de demander, comme j'en parlais, hein, de demander le feedback, de pouvoir prendre son téléphone et de dire ah, mais toi, j'ai vu que tu n'avais plus commandé depuis X temps, quelle en est la raison? Toi, j'ai vu que tu t'étais inscrit, tu as mis des produits dans ton panier, mais tu n'as pas finalisé ta commande, est-ce que tu n'aurais pas un petit feedback? Et c'est au début qu'il faut faire ce genre de choses pour vraiment comprendre. Et moi, j'ai fait ça au début. Et c'est de là que j'ai eu les meilleures idées. Hein. C'était, j'avais mais typiquement l'idée de l'adhésion, c'était parce que j'avais eu des tonnes et des tonnes de personnes qui me disaient au téléphone, je commande pas sur Casilomi de manière régulière parce que j'en ai pas les moyens et que c'est trop cher. Et donc, ça c'est un exemple, mais il y en a eu plein comme ça. Et donc, il faut clairement bien tester son marché et pouvoir pivoter si c'est nécessaire. Donc, si ça fonctionne pas et que ça prend pas, il faut clairement tester et pousser pour s'assurer de ça. Mais à un moment, il faut pouvoir se dire, OK, soit j'adapte une fonctionnalité, soit je pivote et je pars sur un autre business model, soit je fais complètement autre chose parce que, conclusion, ça marche pas. Donc voilà, ça c'est mon deuxième conseil. Et mon troisième conseil, c'est peut-être lié à un stade de l'entreprise qui vient plus tard. Quand on est entrepreneur, c'est l'équipe. Il faut vraiment s'entourer d'une équipe de rockstars, j'aime bien dire, parce que non seulement tu as envie d'avoir une bonne ambiance, des gens qui sont alignés avec tes valeurs, etc. Donc, il ne faut pas faire de concessions. Il faut clairement que chaque personne qu'on recrute soit un super fit avec la boîte. Dans notre cas, on veut des personnes qui soient dans le concept de la santé, on veut des personnes qui soient respectueuses de l'environnement, on veut des personnes qui soient fun. C'est tout con, hein, mais le fun, c'est clairement une de nos valeurs et on veut que les gens soient drôles, quoi. Quelqu'un qui sourit pas et qui fait pas de blagues, etc. en interview, c'est pas ce dont on a envie. Donc voilà, il faut vraiment être intransigeant au début des process et puis il faut créer une culture d'entreprise qui est forte et ça se crée avec son équipe et forcément c'est plus facile si les gens sont tous alignés et veulent aller dans la même direction avec toi. D'où l'importance voilà, aussi d'avoir d'où l'importance d'avoir des valeurs fortes et bien définies dès le départ. Hein, pourquoi une vision, de savoir où on va et d'emmener les gens avec soi et de savoir choisir aussi quelle personne va vraiment vouloir t'accompagner
loin et au bout. Et même si tu sais pas où est le bout, parce que souvent on se lance, on sait pas du tout où on va. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est ça qui fait vibrer. Et en même temps, je pense que beaucoup d'entrepreneurs se lancent, ont peur. Est-ce que toi, tu as eu peur au début quand tu t'es lancé? Alors non, j'ai pas eu peur parce que j'étais complètement inconsciente en fait de la montagne qui m'attendait. En fait, tu réalises pas, hein, tu te lances, tu fais un site e-commerce, ça a l'air facile, tu dis bon bah je vais construire ma petite plateforme en ligne et tout, et puis tu te rends compte que tu dois gérer la logistique, tu dois gérer le service client, tu dois gérer ton marketing pour faire venir tes clients, tu dois gérer l'IT, enfin, ton catalogue aussi bien évidemment, tu dois gérer tes fournisseurs pour te faire livrer. Et ouais, moi j'avançais un peu sans savoir en fait où j'allais, mais je découvrais et ça m'excitait au fur et à mesure que je découvrais. Donc non, j'ai pas eu trop peur. Et je pense qu'un des trucs qui m'a, et c'est peut-être mon quatrième conseil, un des trucs qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'était les personnes dont je me suis entourée. Se lancer, c'est pas facile. Il y a des ups and downs au début. Il y a des moments où ça va pas fonctionner. Il y a des moments qui vont être durs. On va apprendre des mauvaises nouvelles, etc. Il va y avoir des gros challenges. Euh, et avoir des gens qui savent t'encourager autour de toi, c'est d'une valeur inestimable. Parce que clairement, hein, si tu te retrouves avec des gens qui te rabaissent, qui ne croient pas dans ton projet, et j'en ai eu, hein, il y avait des personnes qui me disaient alors, Emna, combien de kilos de graines t'as vendu ce mois-ci en se marrant devant 10 personnes à un dîner? C'est hyper nocif. Et ces gens-là, il faut juste s'en éloigner pendant une durée. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être pote avec eux, etc. Mais il faut s'en éloigner au début. Parce qu'au début, on a besoin de gens qui croient en nous, qui nous soutiennent, etc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille, mon copain, mais un petit groupe d'amis qui m'ont vraiment soutenu, qui ont été au top dans les moments où ça a été difficile, qui ont fêté avec moi les victoires. Donc ça, c'est vraiment crucial. D'accord. Ouais, bah je peux que moi je suis au début aussi bah, je commence à recruter, on va dire, et c'est vrai que la personne que j'ai choisie est juste incroyable. Elle est portée par le projet, elle partage mes valeurs, elle a envie d'aller loin aussi, elle a de l'ambition et je pense que c'est extrêmement important, pas juste ses compétences, pas juste l'école ou le diplôme qu'elle a fait ou pas, mais vraiment la personne en elle-même. Il faut que ce soit aussi un soutien et bien sûr après les proches, les amis, la famille et compagnie, c'est hyper important et puis de savoir dire stop à certaines personnes ou de s'en éloigner comme tu l'as dit quand vraiment elles nous apportent rien ou quand elles nous apportent du négatif ou simplement c'est pas de sa faute, c'est nous qui ressentons certaines choses mais c'est pas agréable et on n'en a pas besoin et on n'a pas à subir tout ça. Oui, tout à fait, je suis Ça ouais. entièrement d'accord. Génial. Est-ce que tu as une petite habitude que tu fais régulièrement qui t'aide aussi dans ton entrepreneuriat? Je réfléchis, mais je pense que c'est le sport. Je pense que ça m'aide vraiment au quotidien. Ça me permet de déconnecter. Je pars sans mon téléphone. Je suis pas là comme beaucoup pour regarder le nombre de kilomètres. Je suis là juste pour me changer les idées. J'aime bien partir dans des endroits où je me perds dans les rues, où je me perds dans la nature, etc. Donc ça, je pense que vraiment ça m'aide. Et comme je le mentionnais, c'est parfois là que j'ai les meilleures idées et que je pense à des choses auxquelles je ne penserais pas forcément au quotidien en face de mon ordinateur. Donc, ouais, ça, c'est un petit peu ma petite habitude. Je réfléchis s'il y en a d'autres. Euh, mais non, pas nécessairement. Non, c'est des petites choses quotidiennes, mais qui sont assez classiques. Je me réveille tôt, j'aime bien arriver tôt avant tout le monde au bureau, par exemple, pour avoir le calme et pour pouvoir avancer sur certaines choses sans être dérangée, parce que dès que l'équipe arrive, eh bien, je suis sollicitée, meeting à gauche, à droite, plein de messages, des Slack, etc. Donc ouais, ça, je suis plutôt une lève-tôt et j'aime bien venir au bureau pour avoir du calme. Tac, génial. Et petite question pour la fin du coup. La première, ce serait qui est-ce qui t'inspire toi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Alors, il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. Je pense que ceux qui m'inspirent le plus, ce sont des entrepreneurs qui ne sont pas forcément très connus. Donc, ça sert même à rien que je mentionne leur nom parce ce sont pas des grosses célébrités, mais ce sont des personnes qui sont parties de rien et qui ont construit aujourd'hui des boîtes vraiment révolutionnaires, qui font vraiment des super chouettes choses, etc. Mais ils sont partis, ils avaient pas de fonds au début, ils n'avaient pas d'expertise, etc. Ils ont vraiment construit leur business avec le temps, en faisant aussi quelques concessions au début, en ayant des moments difficiles, etc. Et aujourd'hui, ils ont les deux personnes auxquelles je pense, ils ont vraiment réussi à construire des belles choses, des projets
qui font sens aussi pour le monde. Donc voilà, il y a ces personnes-là. Et après, forcément, j'ai des personnes qui sont plus connues et où je me dis, waouh, c'est quand même stylé ce qu'ils ont fait. Ou en termes de management, j'aime beaucoup. Il y a pas mal de bons bouquins sur le management. Et il y a quelques personnes qui ont rédigé ces bouquins où je me dis, waouh, derrière, il y a vraiment une bonne réflexion, un esprit que j'aime beaucoup. Ils ont réussi à créer, par exemple, un exemple, c'est Tony Ive, le fondateur de Zappos, qui est un peu l'équivalent de Zalando aux US. Il a écrit un bouquin sur la culture d'entreprise. Et quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, waouh, il a un parcours qui est ultra intéressant. Il a réussi à construire une des cultures d'entreprise qui est les plus reconnues aujourd'hui aux États-Unis. Ouais, ce sont des personnes qui sont inspirantes où je me dis, j'ai des choses à gagner à lire leurs écrits, à écouter leurs conférences, etc. Ok, génial, génial, oui, et puis là on retrouve encore et toujours tes valeurs, quoi. Contribuer au Ouais, monde ouais. et penser à l'humain. Ouais, c'est top. Et pour finir, qu'est-ce que c'est être authentique pour toi? Qu'est-ce que l'authenticité? Parce qu'on est sur un podcast qui s'appelle Indépendante et authentique, et j'aime toujours bien savoir ce que ça évoque pour mes interviews. Alors, c'est être vraie, transparente, et ce sont des choses qui sont ultra importantes. Je pense qu'il faut être soi-même, il faut pouvoir montrer ses faiblesses comme ses forces, et c'est d'autant mieux perçu, et je parlais de l'aspect communautaire il est revenu plusieurs fois, mais si tu veux avoir une communauté qui est engagée, qui t'écoute, qui te recommande, etc., il faut pouvoir exprimer les choses qui vont bien, pardon, qui vont pas bien. Il faut pouvoir être transparent sur, euh, sur tout ça, sur ce qui se passe, sur les choix, etc. Et pour moi, ce sont des choses qui sont cruciales. Et bon, là, je parle du côté entreprise, mais c'est aussi dans la vie, c'est important d'être transparent, d'être honnête dans toutes les circonstances, etc. Et dans la plupart des cas, ça attirera que des bonnes choses. Ça va attirer des gens qui, qui seront plus proches de toi, etc. Montrer ses faiblesses. Beaucoup de gens voient ça en fait comme ils se disent ah ouais c'est pas bien, on va mal être perçu, etc. Mais en fait moi c'est super fréquent que j'explique les choses dans lesquelles j'ai échoué, que je montre mes faiblesses, etc. Parce que les gens te prennent alors pour quelqu'un de vraiment humain, de sincère, que se sentent proches de toi, etc. Et je le fais autant avec mes proches que, comme je le dis, avec mes clients, quand je donne des conférences, ce genre de choses. Donc c'est hyper important et pour moi, en fait, mon expérience, elle est super positive là-dessus et je recommande vraiment à tout le monde. Dès qu'il y a une question et qu'on se demande est-ce que je dois faire ci ou je dois faire ça, il faut dire bon, qu'est-ce que je ferais si je suis moi-même, qu'est-ce que je pense, quel est mon premier instinct en fait et j'agirais sur base de ça. Ouais, je suis bien d'accord. Et du coup, tu as juste évoqué quelque chose sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est quels ont été tes échecs ou peut-être ton plus gros échec? Alors j'ai eu la chance, j'ai pas fait de grosses erreurs. Je pense que c'est parce que j'ai toujours été assez maîtrisée en fait dans mes choix. J'ai jamais pris de trop gros risques. J'ai commencé aussi avec très peu de fonds. Forcément, quand on n'a pas beaucoup d'argent au départ, on ne prend pas de décision avec un impact financier important. J'ai fait des erreurs, mais du coup, oui, ça me coûtait 3 fois rien parce que derrière, j'avais pas mis de gros budget. Donc, ouais, ça, c'est peut-être aussi un conseil. Si on est entrepreneur ou quoi, c'est au début vraiment faites attention, testez, soyez sûr, etc. Et dépensez pas des milliers d'euros à tout va parce que non seulement vous perdez de l'argent, mais en plus de ça, c'est pas comme ça qu'on apprend. Il vaut mieux parfois tester les choses à petite échelle. Et les reproduire à plus grande échelle une fois qu'on les a validés. Mais donc, ouais, j'ai pas fait de très, très grosses erreurs. Après, ouais, tout au long de quasi demi, j'ai fait des petites erreurs. Parfois, ça va être une personne qu'on a recrutée alors qu'on n'aurait pas dû. Ça va être une action qu'on a prise alors qu'on n'aurait pas dû. Un produit qui a été rajouté alors que c'était pas une priorité. Et voilà, c'est des petits trucs, quoi. Honnêtement, on a toujours eu cette approche euh, plutôt conservatrice, je dirais, dans les décisions qu'on prenait. Je pense que ça nous réussit bien jusqu'à présent. Ouais, et puis c'est, comme tu l'as sous-entendu, c'est passer à l'action, tester,
regarder ce qui se passe, analyser, recommencer, améliorer. Enfin voilà, c'est au lieu de réfléchir et de faire des stratégies et des business plans de 1000 kilomètres, c'est on y va, on regarde ce qui se passe et ensuite on analyse et on optimise et on améliore. Et c'est comme ça qu'on avance, je pense. Enfin, c'est aussi ma vision de la vie en tout cas. Ouais, exactement. D'accord, génial. Bon, et ben on arrive du coup à la fin de cet épisode. Merci vraiment beaucoup pour ton temps et tous ces précieux conseils. J'espère vraiment qu'ils plairont et qu'ils aideront nos auditeurs. Je mettrai bien sûr tous les liens, notamment vers Casidomi et vers ton compte, vers l'Instagram aussi de Casidomi, si les personnes veulent en savoir plus sur toi et sur Casidomi. Et puis sur ce, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt, j'espère. Super, un tout grand merci Pêche, c'était un grand plaisir aussi pour moi. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.